Allora, buonasera, l'amica Anna Masera, che è qui della storica firma del digitale della Stampa, mi diceva che la mia voce le fa impressione. È proprio la mia voce, nel senso che purtroppo mi sono fatto male a una corda vocale un po' di tempo fa, mi dovrei rioperare ma non mi va, quindi spero che mi capiate lo stesso, ma tanto oggi noi siamo qua per ascoltare un'altra persona, siamo qua per ascoltare Eric Saden, che è una delle personalità più interessanti quando si parla di digitale. Io devo soltanto introdurlo, alla fine facciamo un po' di domande insieme, le potete fare ovviamente anche voi. Perché dico più interessante? Perché trovo questo incontro per me una beffa, perché io ero uno dei tecno-ottimisti più ottimisti che c'erano. Io facevo parte di quel partito di Negroponte, Nicolas Negroponte, che quando venne a Roma nel 2010 alla domanda qual è il lato oscuro di Internet rispose: il lato oscuro di Internet è non averlo. Io ero quello che nel 2009 ha candidato Internet al Nobel della pace. Cioè pensavo che Internet sarebbe stato lo strumento per portare la pace nel mondo e creare un mondo migliore. Pensate quanto mi ero sbagliato, non ero solo. Quindi oggi credo che gli organizzatori, in particolare il mio amico Juan Carlos De Martin, per punirmi di quell'ottimismo del 2009, ma eravamo tanti a essere ottimisti, abbia scelto di farmi introdurre Eric Saden, che proprio allora faceva il suo primo libro, che raccontava gli effetti degli smartphone e di Internet sulla nostra vita, e poi ne ha fatto un altro che raccontava dell'intelligenza artificiale, quanto sia, certo che è importante, certo che è utile, ma quanto sia anche inumana o disumana. Diceva il presidente di Microsoft, Brad Smith, che noi siamo la prima generazione che delega delle decisioni fondamentali per la nostra vita a delle macchine, e lo facciamo. Però il problema è come sono scritti gli algoritmi e quanto gli algoritmi interpretano e quanto sono capaci di essere umani. In nessun modo lo possono essere. E oggi siamo qui per ascoltare di nuovo. Eric sta preparando un nuovo libro dove che uscirà l'anno prossimo, che parla di metaverso. E quindi parleremo di questo, di come il digitale ha cambiato il nostro modo di essere, di come purtroppo sembra averlo cambiato in peggio e di come possiamo farcela a recuperare umanità e quindi io dico felicità. Perché quando parlavamo di essere connessi una decina d'anni fa, parlavamo di avere tutti la rete, pensavamo che quella sarebbe stata la felicità. Oggi siamo tutti connessi, abbiamo accesso a una quantità infinita di informazioni, eppure felicità ce n'è poca e quindi c'è un problema fondamentale. A questo problema fondamentale, alla mancanza di felicità, rispondono i filosofi ed è questo l'argomento della lezione che ci farà Eric Saden. Eric, sul palco, un applauso, grazie. Et 45 minutes. Hop. Bonsoir mesdames et messieurs. Ah bah oui, c'est cette conférence que je vais donner ce soir, parce qu'il y avait un autre titre initialement et je l'ai modifié entre-temps. Je vais commencer par rappeler les débuts du drame de Shakespeare, Hamlet, sur la falaise, une immense falaise, une très haute falaise qui surplombe l'océan, se trouve le château royal, le château d'Elseneur. Et un soir, à minuit, il est dit dans le texte, minuit vient de sonner, 3 hommes se trouvent par devant le château. Pardon ? 3 hommes se trouvent par devant le château et dont Hamlet, qui apprend par ses 2 amis qui sont devant le château qu'un spectre est venu les visiter les nuits précédentes. Un spectre aux airs du père de Hamlet, le feu roi du Danemark, le roi du Danemark qui était mort peu de temps après. Et d'un coup, ce spectre apparaît comme surgi de nulle part, ayant les apparences du roi mort du Danemark, du père de Hamlet, et demande à Hamlet de le suivre. Alors, malgré les réprobations de ses amis, il décide de se plier à l'injonction. Et le spectre, lui, se présente aussitôt, une fois qu'ils sont retirés dans cette place à part. Il lui annonce aussitôt qu'il est le spectre de son père, le feu
roi du Danemark, et il va lui révéler la vérité. Comme la plupart des fantômes, car ce qui caractérise les fantômes dans quasiment toutes les cultures, c'est très documenté, c'est qu'ils viennent annoncer des vérités, des choses qui avaient été occultées. Mais pas seulement, nous allons voir. Et le spectre lui annonce que s'il est mort récemment, ce n'est pas à cause d'une morsure de serpent, comme il a été dit aussitôt après sa mort, mais à cause d'un poison qui a été inoculé dans ses oreilles par son propre frère, Claudius. Son propre frère qui a tué le roi du Danemark et qui a pris sa place. Et Hamlet se trouve sans dessus-dessous, hors de ses gonds, car ça correspond à ce qu'il pressentait, à une vérité qu'il pressentait. Vous voyez pourquoi j'insiste sur ça correspond à une vérité qu'il pressentait. Mais il ne va pas seulement, le spectre du feu roi du Danemark, lui révéler la vérité, mais il va lui demander une chose. Il va lui demander de le venger. Il lui dit « Venge-moi. Venge-moi de ce crime abject », comme il est dit dans le texte de Hamlet. Et Hamlet va se soumettre à l'injonction, et durant tout le drame, il va se démener corps et âme en vue de mettre en défaut le roi usurpateur par tout un stratagème qui arrivera à la chute du trône, mais aussi par la force des choses, à la mort de Hamlet suite à toutes les actions qu'il aura engagées. Alors là, je parle d'une histoire de roi, de fils de roi, de fantôme, dont le cœur de l'action est Hamlet, dont la première représentation date de à peu près 1601. 4 siècles plus tard, exactement 4 siècles plus tard, à peu près à 6 années près, en 2007, nous avons commencé à tous devenir nous-mêmes des Hamlet. Mais en version plus réactive, c'est-à-dire en recevant continuellement des messages, des alarmes, en vue de réagir, et qui nous ont transformé cette situation naissante en des Hamlet en version machinale. Et ce moment-là, on peut le dater. On peut le dater d'une des dates, je ne vais pas dire les plus importantes de l'histoire de l'humanité, mais je vais dire d'une des dates les plus déterminantes de l'histoire de l'humanité, et qui n'est consignée nulle part comme telle, dans aucun livre d'histoire, d'école, d'université, ou dans les représentations sociales. Cette date n'est connue nulle part, alors qu'elle représente l'une des plus déterminantes de l'histoire de l'humanité, le 9 janvier 2007. Je suis sûr que si je pose la question dans la salle, mais pourquoi nous dit-il que ce 9 janvier 2007 a été non pas une des dates les plus importantes, c'est une petite nuance qui est d'importance, mais une des dates les plus déterminantes, je mets au défi des personnes qui me donneront la réponse. Je pense que oui, certainement. Ricardo. Car, merci Ricardo, car au Moscone Center à San Francisco, ce 9 janvier 2007, Steve Jobs présente, dans le cadre d'une keynote, les fameuses keynotes siliconiennes de la Silicon Valley, dont je vais reparler tout à l'heure à propos de Zuckerberg, qui, ne serait-ce que par leurs paroles, revêtent une pouvoir performative, et cette keynote dont il avait dit qu'elle allait tout changer, qu'elle allait annoncer quelque chose qui allait tout changer. Et pour une fois, cette formule, a posteriori, on peut dire qu'elle ne relève pas d'un slogan, qu'elle revêtait, qu'elle recouvrait une forme de vérité. Car effectivement, la keynote qu'il a faite en présentant son objet, qui avait des spécificités, et d'autres modèles, d'autres marques, ce qu'on a appelé les smartphones, ont effectivement tout changé.
Et ça, c'était il y a 15 ans, et plus que jamais, ça a tout changé. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à devenir des Hamlet en version machinale. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le smartphone, ce qui inaugure, c'est pas seulement, et même si c'est important, la capacité de pouvoir se connecter dans un cadre de façon spatio-temporelle ininterrompue, ce qu'il a comme par la 3G, et puis après plus tard par le Wi-Fi, certes, mais déjà il y avait d'autres outils qui permettaient ça, le Palm Pilot par exemple. C'est pas seulement, mais ça c'était une innovation, parce qu'il permettait d'avoir accès à des sites à l'intérieur d'une ergonomie adaptée à la taille alors relativement réduite du dispositif. C'est surtout pour deux raisons. La première, je ne vais pas demander à Ricardo quelle est-elle, donc je vais la dire, même si Ricardo répond, alors là c'est un whisky de 30 ans d'âge que je vous offre, Ricardo. Non, je veux parler de la localisation des corps sur le territoire, la localisation des corps sur le territoire, et plus encore, c'est indissociable de cela, ce sont évidemment les applications qui ont permis d'introduire, je vais expliquer un peu plus tard ce que je veux dire par là, qui ont permis d'introduire n'étant pas le terme, d'instaurer n'étant pas le bon terme encore, d'instituer ce que j'appelle un accompagnement algorithmique de la vie, de nos existences. Je vais m'expliquer sur cela. Et si, 2007, l'iPhone, avec toutes ses fonctionnalités nouvelles, dont la plupart demeurent jusqu'à aujourd'hui, ceux qui se sont sophistiqués mais qui demeurent, a pu être conçu, développé, mis sur le marché, il dépend des développements des brusques avancées de l'intelligence artificielle qui se sont développées à cette période-là, au tournant des années 2010. Et l'intelligence artificielle, telle qu'elle s'est développée, brusquement sophistiquée, et plus que jamais jusqu'à aujourd'hui et continuellement, à partir du tournant des années 2010, de 2007, de toutes ces 2007, 2008, 2009, où quantité de nouveaux systèmes ont été dépendants de ces systèmes d'intelligence artificielle qui offraient de nouvelles fonctions, j'ai presque envie de dire une nouvelle mission à la technique, à la technologie, technologos, plus seulement, comme c'est le cas depuis des décennies, les technologies numériques, qui étaient dédiées à assurer principalement le stockage de l'information, le stockage facilité, l'indexation, on tape des mots-clés dans des bases de données, on a affaire à des corpus en rapport avec ce qui est dans les bases de données, ou la manipulation de ces fonctions-là, ou la manipulation aisée de toutes sortes d'informations et à diverses fins, ce qui était la fonction, la mission des technologies numériques, alors et plus que jamais aujourd'hui, je le répète, le stockage, l'indexation, la manipulation à diverses fins, personnelle, sécurité sociale, bancaire, la liste est infinie. Aujourd'hui s'agrège une autre fonction, pas aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, depuis l'iPhone, exactement à cette période-là, que l'iPhone a, j'ai presque envie de dire, a pris à bras-le-corps. En cela, il y a quelque chose d'inaugural, on va dire, dans le smartphone, parce qu'il prend ces fonctions, dont je vais dire quelques mots là, il les prend à bras-le-corps, mais pas seulement, il les donne aux mains des individus, et effectivement, ça change tout, qui allait tout changer. Et quelle est cette nouvelle mission dévolue aux technologies numériques, plus seulement les trois que j'ai énoncés tout à l'heure, à l'instant, c'est celle d'expertiser le réel. C'est-à-dire d'interpréter, de dévoiler l'état de situation de toutes sortes
à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités humaines et selon des résultats prétendument plus fiables. Alors là, on peut dire, on ne comprend rien de ce qu'il vient de nous raconter. Donc on ne comprend rien. Ben, je vais vous donner un exemple de cette puissance d'expertise des technologies numériques qui ont pu être mises à l'œuvre grâce à l'intelligence artificielle et à ses fonctionnalités. Je pense à l'application Waze, que tout le monde utilise aujourd'hui. J'avais demandé une bouteille d'eau, mais il n'y a pas de bouteille d'eau. J'avais demandé que tout le monde utilise aujourd'hui, qui a été racheté, Waze, qui a été racheté par Google à une société israélienne en 2005, que tout le monde utilise, qui fait quoi? Qui expertise l'état du trafic en temps réel, car l'intelligence artificielle opère une interprétation de phénomènes du réel de plus en plus en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire en temps réel? C'est-à-dire au moment même où ils ont lieu, et qui analyse l'état du trafic, merci, qui analyse l'état du trafic et qui signale, pas seulement qui analyse un état de fait qui était à ce moment-là, qui est à ce moment-là absolument ignoré à nos consciences, mais qui en plus suggère, en fonction de la plus haute optimisation, en fonction de plus grand gain de temps, d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel itinéraire. C'est-à-dire des systèmes technologiques sont revêtent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ce tournant des années 2000, la capacité de dire, d'enjoindre aux humains d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Et cela, c'est ce que je nomme le tournant injonctif de la technique, qui est en capacité de nous énoncer la vérité, Alors pourquoi je parle de vérité? On va être précis, hein. Je suis avec vous, je vais jusqu'à la fin, je vous le promets, je vais tâcher à cela, à être le plus précis possible. Je dis, les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes, j'ai l'impression que ce micro est trop proche de moi, sont des systèmes à nous énoncer la vérité. Parce que l'exactitude, à la différence de l'exactitude, c'est factuel. Je vous donne un exemple. L'attaché de communication de Donald Trump, le 20 janvier 2017, a dit publiquement, il fallait oser, mais bon, c'est comme ça, le jour de l'intronisation de Donald Trump, il a fait un temps magnifique. Ah, il a fait un temps affreux, il a plu, voilà, c'est avéré. Voilà. Mais ça, c'est inexact, c'est faux, c'est pas une affaire de vérité. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce que la vérité a toujours une dimension performative. Par exemple, la vérité religieuse, qui énonce des dogmes, par exemple des dogmes alimentaires, et si on décide, si on a le choix ou si on se soumet à cette vérité, on se prescrit à la vérité énoncée. Ou elle a par exemple la vérité des parents, qui à 21h disent aux enfants, il est 21h, il est l'heure d'aller se coucher, et la parole fait office de vérité. Et cette capacité de système à dévoiler des faits et à énoncer la vérité dans le sens où il y a une dimension injonctive, c'est ça que j'ai appelé le tournant injonctif de la technique, et qui se développe à 4 niveaux, que moi j'ai analysé à 4 niveaux, et je vais surtout parler d'un niveau. Le premier que j'ai appelé le stade incitatif, qui s'applique principalement aux individus, et qui a été inauguré, le stade incitatif, de systèmes qui nous incitent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière, au moment de la généralisation des smartphones et des applications, et qui a vu des applications interpréter des situations et conseiller aux individus à l'échelle de la planète d'agir de telle manière plutôt que de telle manière, généralement en vue d'opérer le plus grand nombre de transactions marchandes. Mais comme ce qui a caractérisé, il faut bien lui accorder cela,
ce qui a caractérisé l'industrie du numérique des années, on va dire, allez, pour faire très très gros, iPhone 2017, 2007-2017, c'est 10 années de l'âge d'or, même pas de l'âge d'or, de l'âge du bouillonnement, de la frénésie, de la porte ouverte à toutes les audaces, à toutes les folies, à toutes les innovations, dites innovations les plus dingues. Cette industrie-là n'a pas voulu se contenter de cela, de ce modèle économique extrêmement fructueux, voyant des systèmes coller aux comportements, interpréter les comportements et conseiller continuellement, en collant au corps, d'agir chaque individu, de suggérer à chaque individu d'agir de telle manière plutôt que telle manière. 3 ans plus tard, et ça me marquait bien ce processus-là que je vais décrire parce qu'il a été introduit en 2010, il ne cesse de s'intensifier. C'est cette logique qui est à l'œuvre, cette puissante logique technico-économique et qui veut que il faut sortir le smartphone, l'application, aller télécharger l'application, ouvrir l'application. Il y a une certaine lourdeur du dispositif. C'est trop lourd. Il y a de la latence, comme on dit en français. Je crois que c'est le même mot en italien. Il y a de la latence. Alors, a été mis sur le marché en 2010 un dispositif qui a été acheté par Apple à une société militaire. C'est intéressant. Que tout le monde connaît, surtout si vous utilisez Apple. On ne peut même pas faire un geste sans qu'il vienne s'imposer à nous. Je veux parler de Siri. Je pense que tout le monde connaît Siri. C'est-à-dire le premier assistant numérique personnel qui visait quoi? Qui vise, quand moi je fais une bêtise sur mon ordinateur, il apparaît et il dit « Que puis-je pour vous ?» C'est génial quand même. Hein, enfin, ça se banalise dans nos esprits. Mais qu'un système nous dise « Que puis-je pour vous ?» ça fait rire personne, je vois. Hein, mais moi, ça continue de me faire rire. Enfin, c'est quand même des systèmes techniques qui se proposent d'organiser l'administration de notre bien-être continu. C'est une petite parenthèse que je fais, mais je n'aurai pas le temps de la développer. Si vous voulez qu'on le développe dans des questions de jeux et réponses, il y en a tout à l'heure volontiers. C'est en cela que nous n'avons en aucune manière avoir affaire à un capitalisme de la surveillance, comme a dit de façon, à mon avis, beaucoup trop directe, je vais oser l'adjectif un peu simpliste, Shoshana Zuboff, mais un capitalisme de la continuelle administration de notre bien-être, ce qui n'a aucun rapport, ce qui suppose notre assentiment, et ce qui suppose aussi que ce qui est en jeu, c'est continuellement d'administrer, de gérer au mieux notre existence, qui est ce processus-là, qui est puissamment à l'œuvre depuis 2007, depuis 2010, depuis 2016, je vais expliquer pourquoi, et encore plus depuis les confinements. Je vais m'expliquer sur tout cela. Mais assistant numérique personnel, vous remarquerez que ça n'a pas très bien fonctionné, c'était encore un peu balbutiant, et quelques années plus tard, est apparu, je regarde où j'en suis d'un point de vue, c'est parfait, est apparu un dispositif, j'ai presque envie de dire, c'est facile à dire, à trouver comme formule, qui allait donner corps, mais c'est pas assez, qui allait donner voix à cette volonté d'instaurer un accompagnement algorithmique de la vie. Je veux parler, Ricardo, je veux parler de quoi? You lose the point. Je veux parler des enceintes connectées. Des enceintes connectées qui se sont mises à nous adresser la parole. Et il est très troublant de relever qu'au moment où la technique technologie, c'est-à-dire plus un discours sur la technique, ou plus largement, ça a nommé les objets techniques, mais technologos, ça veut dire elle prend presque sa pleine mesure, au sens grec du terme, au moment où la technologie se met à nous énoncer la vérité, elle se met à parler. Je le répète, mesdames et messieurs, parce qu'il faut prendre la mesure d'une telle formule. La technologie, au moment où elle est appelée à nous énoncer la vérité, se met à nous parler, avec des voix avenantes, et en vue de quoi? Pas comme vous et moi pour parler de tout et de n'importe quoi, mais toujours avec une idée derrière la tête, généralement en vue d'opérer le plus grand nombre de transactions marchandes par tout un système de vente de mots-clés auprès de chacun d'entre nous. Donc, la première incidence de ce stade incitatif, c'est qu'il n'y a plus de limite à l'interprétation des comportements et à l'accompagnement sous le règne incitatif de nos existences.
quand je dis sous le règne incitatif, il y a un point qu'il faut souligner au passage, c'est que ce qui caractérise les technologies des systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables, mais des technologies mouvantes, mobiles d'une certaine façon, en sophistication sans cesse croissante. C'est-à-dire que ce qui nous est suggéré en 2022, ou ce qui peut nous laisser des... Vous voyez, si par exemple une enceinte connectée me dit vous devriez aller voir tel film après votre bain et prendre telle huile essentielle en 2022, nous avons la licence, la possibilité, la liberté, c'est pas le bon mot, de prendre de la distance avec cette suggestion, cette recommandation automatisée, hyper personnalisée. Mais avec l'habitus et avec le fait que ces techniques, par le machine learning, qu'elles apprennent, il s'opère un effet de retour par rapport aux résultats produits, il y a une sorte de boucle rétroactive continuelle, plus les algorithmes qui s'affinent et toute une série d'avancées, qui font que ces systèmes ne cessent de se sophistiquer et de répondre de mieux en mieux à cette fonction. Et ce qui fait qu'en 2030, est-ce qu'on pourra parler de stade incitatif? Est-ce qu'une enceinte connectée qui me dit « allez faire ci, allez faire ça », est-ce que c'est de l'incitatif? Je n'ai jamais trouvé le mot. On est dans l'ordre de... Voilà, d'une sorte de... On peut tenter quelque chose ce soir, d'une sorte de lien ombilical continu ou l'ordre de surmoi bienveillant. Je répète le terme, c'est peut-être très compliqué à traduire en italien, ou de surmoi bienveillant, omniscient certes, mais aussi bienveillant. Alors il y a d'autres stades que je n'ai pas le temps de développer ici, qui sont le stade que j'appelle impératif, où des systèmes analysent des situations et orientent. Je vais vous donner un exemple précis, ça regarde plusieurs secteurs de la vie collective, la banque, la justice, l'assurance, je n'ai pas le temps de développer là parce que je veux parler d'autre chose, mais je vous donne un exemple par exemple dans le recrutement. Ça va être assez éloquent sur ce qui est en train de se produire exactement dans la continuité de ce que j'ai énoncé là. Dans le recrutement, depuis quelques années, 3 ans, pas plus, 2, 3, 4, non, 3 ans, des cabinets de recrutement prennent des chatbots, donc des robots qui parlent, dotés de la faculté de parole, ou alors qui ont des formes d'avatars, si c'est via des images en vidéo, et qui dialoguent avec des candidats. Donc un cabinet de recrutement lance une annonce, il peut y avoir 400 candidats. Là, les 400 candidats, on ne va pas voir leur CV, on ne va pas les regarder, on ne va pas les convoquer ou les inviter pour un entretien, on va les faire dialoguer avec des chatbots. Vous voyez? Interprétation des comportements. Là, c'est le langage naturel, mais pas seulement, à terme. Les traits du visage, les hésitations. Et qui, en fonction de leur expertise, nous revenons à cela, en temps réel, selon des critères dont on ne sait absolument rien, par exemple le recrutement dont on peut supposer que c'est la plus grande docilité, la plus grande capacité à suivre des rythmes toujours plus tendus, enfin toute une série de paramètres tendant vers la plus grande optimisation, qui sélectionne des systèmes qui nous disent la vérité. Le candidat A, W, X et N, c'est eux qu'il faut garder en dernière instance avant un entretien oral. Technologie en temps réel qui expertise des situations, analyse la qualité supposée, prétendue, fondée sur des critères, une fois de plus, dont on ne sait absolument rien, et qui recommande de prendre tel nombre de candidats. Nous sommes en 2022. Pour l'instant, il y a des humains dans la boucle. Humains qui, s'ils rencontrent les 4 personnes, pourront se déterminer avec une sorte de jury, ou d'une personne, ou de 5 personnes. Bref, les procédures usuelles que nous connaissons depuis si longtemps. Mais en 2030, avec ce que j'évoquais de sophistication sans cesse croissante des systèmes, est-ce que ce sera encore un humain qui sera au bout de la boucle à choisir les candidats? Je ne sais pas, nous ne le savons pas, je pose la question. Mais quand je pose la question aussi de l'orientation civilisationnelle qui est à l'œuvre. Vous savez, quand je dis selon des paramètres dont on ne sait rien, parce que voilà, c'est comme ça, c'est absolument pas complotiste, très loin de moi toute idée de cette nature-là, mais il y a une invisibilité du computationnel, c'est ça, on ne sait pas.
Voilà, je sais pas. Il y en a qui parlent de transparence des algorithmes, et tout ça c'est de la fiction, c'est du bruit. Hein, ça bouline, ça va vite, ça analyse, interprète. Candidat dans 2027-2028, Y. C'est rien, c'est la vérité. La vérité vient de la bouche des enfants, on dit en français. Peut-être qu'on dit la même chose en italien. La vérité vient et viendra là de la bouche des chatbots qui diront tel candidat, dont on peut imaginer les conséquences sociales et civilisationnelles, que ça soit tous tendus vers les mêmes impératifs, homogénéisation des comportements jusqu'à intériorisation des conduites en vue de répondre au mieux aux exigences supposées des chatbots. Vous avez compris ce que je dis là, et avec les incidences évidemment politiques, mais pas seulement politiques, humaines et l'excès de rationalisation que ça suppose. Alors il y a d'autres stades que j'ai appelés prescriptifs, qui regardent la médecine, je ne vais pas en parler, ce n'est pas l'objet de mon intervention, dont on nous disait, la médecine, hein, il y a 6 ans, 2016, 2017, les grands unes, je suppose qu'en Italie, il y a eu les mêmes unes, elles ont eu lieu dans le monde entier. Hein. Intelligence artificielle, la médecine va nous sauver de tous nos maux, c'est le nouvel horizon lumineux du traitement médical. Aujourd'hui, il y a des plaintes en collectif contre IBM, notamment, et contre quantité de boîtes, jusqu'à la start-up Theranos, dont vous avez peut-être entendu parler, où la femme a été condamnée au pénal, qui annonçait que du bullshit, je suis désolé d'être familier, et notamment IBM en 2010, qui s'est mis que dans les services, vous savez, qui a vendu tous ses ordinateurs aux Chinois Lenovo en 2005, et qui avait dit en publicité avec une petite fille qui visiblement était malade, disait « Bientôt, IBM va me guérir de mon cancer », avec des systèmes de diagnostic automatisés, de traitement orientés par des systèmes, etc. Et il s'est avéré que c'était totalement mensonger, que ces systèmes n'ont pas marché, mais que c'était délibéré de vouloir vendre, de survendre des solutions. Et il y a eu des fuites des personnes de la compagnie, notamment d'IBM. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Silicon Valley et dans d'autres pays, qui font que maintenant c'est des plaintes collectives au pénal. Hein, et ça dit aussi à quel point, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Theranos, on ne va pas en parler là, mais cette femme qui a levé des centaines de millions de dollars, en disant que des analyses de sang, vous connaissez cette histoire, hein, Ricardo, allait pouvoir faire, je ne sais pas, 400 analyses en 2 minutes, c'était que des mensonges. Voilà. Mais à l'époque, on disait, moi, en faisant ça, on va aller sur la Lune en 2 minutes, on vous donnait 300 millions de dollars. Hein. C'est ce que j'ai appelé la siliconisation du monde, c'est-à-dire la doxa des doxas. Hein. Aujourd'hui, la doxa est au désenchantement. Hein. Le cœur n'y est plus dans la Silicon Valley, comme on dit, mais c'est pas pour ça que les processus vont ralentir. Je vais m'expliquer en quelques mots sur cela. Je vois où j'en suis parce que j'ai toujours... C'est parfait, cette coercitive. Donc ça, c'est ce stade incitatif. Le stade coercitif, j'en dis juste quelques mots, et puis stade coercitif, des systèmes d'intelligence artificielle qui disent la vérité et qui énoncent, ce n'est pas que dans l'incitatif, l'impératif, les cabinets de recrutement, ça peut être le stade du coercitif. Quand je dis coercitif, c'est-à-dire on n'a pas le droit à la parole. On se tait, on la ferme, comme on dit en français, on exécute. Alors de quoi je parle? Je vais vous donner un exemple système d'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de nous dire depuis 10 ans qu'il faut qu'on soit aux avant-postes, qu'on est en retard sur la Chine, sur les États-Unis. Emmanuel Macron, qui en 2017 disait « je veux faire de la France un hub de l'IA », bon, il s'est un peu calmé depuis. Hein, mais pour faire quoi? Pour faire les entrepôts Amazon, qui est géré de part en part par des systèmes d'intelligence artificielle qui voient les manufacturiers recevoir sur leurs oreillettes des signaux audio ou sur leur tablette et qui les enjoignent, expertise en temps réel de la situation, de l'espace, du rapport corps-espace, et selon toute une série de paramètres et de rythmes, de cadences imposés, les enjoignent d'aller dans tel endroit chercher tel article et les déposer à telle vitesse dans telle palette, système d'intelligence artificielle, hein, dont on nous dit qu'on est en retard, hein, car il faut bien faire les différences entre l'âge de l'accès et l'âge de la dimension injonctive de ces technologies. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, il y a un franchissement de seuil que je pense que nous n'avons pas suffisamment vu, sur lequel je n'ai cessé d'insister ouvrage après ouvrage, mais sans qu'on n'ait toujours pas saisi, quoi. Ce n'est pas l'intelligence artificielle en général qui pose problème. C'est l'intelligence artificielle à partir du moment où elle oriente sans notre propre sentiment et en vue de répondre à des intérêts privés ou à une vision algorithmique et hyper optimisée de la vie qui pose problème.
C'est pas qu'en utilisant un système d'intelligence artificielle, je vais avoir des informations du New York Times. Il n'y a rien à dire sur ça, mais c'est pas ça. C'est bien au-delà de ça. Hein. C'est cet infléchissement civilisationnel qui est à l'œuvre. Alors, avec ce stade incitatif qui s'applique principalement aux individus et qui a eu lieu principalement via l'outil du smartphone, s'est développé à cette période-là ce qu'on a appelé l'économie de la donnée et des plateformes. Hein, c'est une notion dont vous avez tous entendu parler, qui a été florissante, qui a donné un nouveau souffle à la Silicon Valley à la fin des années 2000, à l'époque, bien avant, mais à l'époque où mon ami Ricardo Luna me disait que dans le taxi tout à l'heure venant de l'hôtel, qu'il était dans un enthousiasme très marqué. Au moment où il a monté Wired Italia en 2009, voilà, c'était le début de l'essor de l'économie de la donnée et des plateformes, qui sont toutes, la plus grande, apparues à ce moment-là. Alors les plateformes de réseaux sociaux, c'était un peu avant, mais elles ont pris leur grand essor, Facebook, Twitter, 2009, c'était un peu avant, mais à ce tournant-là, Uber 2009, les plateformes de livraison, Airbnb, tout ça, c'est à cette période, et qui a fasciné toute la planète, et qui a fait qu'au cours des années, ce processus, que je répète pour une dernière fois, d'interprétation des comportements individuels, évolutifs, toujours plus granulaires, toujours plus précis, toujours plus approfondis, et avec des systèmes qui collent à nos existences et qui nous accompagnent et qui nous suggèrent continuellement la bonne action à entreprendre, individuellement, collectivement. Il s'agit moins d'engager des transactions marchandes que d'organiser les secteurs de la société de plus en plus optimisés et en vue du plus grand gain. D'un point de vue, je l'ai dit, je le redis une dernière fois, d'un point de vue des individus, c'est d'engager le plus grand nombre de transactions marchandes. C'est ce que j'ai appelé le mouvement, ce que j'avais appelé le mouvement dans un livre qui s'intitulait « La siliconisation du monde », qui a été publié en 2016 en France et traduit en 2018 chez Naudi, ce que j'avais appelé la marchandisation intégrale de la vie. Mais, comme l'heure était à l'enthousiasme, à l'emballement, à l'ivresse, ça ne suffit jamais, l'enjeu était de continuellement intensifier ce processus d'interprétation-recommandation. On peut l'appeler rapidement comme ça, interprétation-recommandation, individualisée, continuellement évolutif, et à l'égard d'un nombre de plus en plus étendu d'actions de la vie humaine. Voilà ça. Ce processus, des gens ont tablé, ont réfléchi, se sont mis à travailler pour continuellement intensifier ce processus. Mais la réalité de la vie fait qu'il y a toujours des trous. On ne peut pas être tout le temps entouré de spectres, de fantômes, qui nous disent continuellement « faites ci plutôt que ça ». On y a travaillé à continuellement intensifier ce processus. Mais, un pur hasard de l'histoire, par un pur hasard de l'histoire, il n'y a absolument aucune mécanique, il n'y a aucun sous-entendu dans ce que je dis, par un pur hasard de l'histoire, d'un coup, ce processus a connu un franchissement de seuil. Alors, voyez bien de quoi je parle. À l'orée d'une nouvelle décennie, les années 2020, avec la dissémination du Covid-19 et les confinements de par le monde, il s'est opéré un franchissement de seuil dans l'utilisation de nos technologies numériques. Mais plus que cela, il s'est opéré le fait que nous avons fait des actions de notre quotidien dont un certain nombre nous ne savions même pas, même si ceux qui planchaient en vue d'intensifier tous ces processus, dont nous ne savions même pas qu'ils étaient possibles d'être menés à distance. Alors nous avons connu un franchissement de seuil, télétravail évidemment, au point qu'on s'est rarement demandé ce qu'il se serait passé avec le Covid-19, par exemple en 1982, l'année où l'Italie a gagné la Coupe du Monde, par exemple. Qu'est-ce qui se serait passé en 82 ? Ça aurait été un collapse général. Il y a eu l'architecture était mature pour que la société, dans son ensemble, puisse mener un cours plus ou moins normal, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, télétravail, enseignement en ligne, mais aussi consultation médicale, consultation en ligne, mais aussi relations sociales, mais aussi accès aux loisirs et à la culture, ce qu'on avait remarqué là,
l'intensification des abonnements de Netflix, mais aussi des films de représentation théâtrale qui à l'époque ont été spécifiquement, ou de chorégraphie, de spectacles dedans, spécifiquement filmés pour le Covid, pour le confinement, hein, c'est-à-dire la pixelisation du spectacle vivant, hein, mais aussi les visites de musées, d'expositions, où d'un coup des musées, des centres d'art se sont mis à développer des vidéos, des systèmes de façon à pouvoir visiter à distance, jusqu'à des apéros WhatsApp où les rapports entre les humains se sont vus de plus en plus interférés via des systèmes, et des sommets de chefs d'État, hein, qui est devenu aujourd'hui, 2 ans plus tard, il est intéressant de voir que c'est banalisé, hein, c'est-à-dire l'écran qui s'interfère dans les relations humaines, c'est presque devenu en 2 ans un procédé banalisé, institué, hein, au point tel qu'on se demande même pourquoi, comme la Biennale Technologie, et bravo à elle, qui nous invite des personnes de chair et de sang à venir intervenir. Hein. Il y a eu un moment, on invitait les années 2021 jusqu'à récemment, c'était tout en ligne. Moi, je refusais tout en ligne. Hein. Bon, en tout cas, ça s'insistuait. Le fait que par ce moment-là de l'histoire, les villes sont devenues fantomales, fantomatiques, vides. Hein, je me souviens que moi, étant à Paris, on voyait la place de la Concorde vide. C'était très, très surprenant. Ça avait quelque chose de fantomatique, spectral, au moment où, au sein des domiciles, on était peuplé de fantômes qui nous accompagnaient, qui nous suggéraient, qui nous recommandaient, qui nous parlaient. Et puis, cette malédiction a commencé un peu à s'éloigner, on l'espère. Et 1 an et demi plus tard, j'ai parlé de janvier, février 2020, en octobre 2021, très bien, octobre 2021, un monsieur, je rejoins mon micro, encore jeune, un jeune homme encore, dit-on, se propose de faire une grande keynote, comme celle de Steve Jobs, en vue d'annoncer quelque chose qui aurait dû, qui devrait, qui allait tout changer. Et on a vu, en octobre 21, je crois que c'est le 26 octobre, une vidéo qui a été mise en ligne, où ce jeune homme était dans une maison qui était de rêve, avec derrière des baies vitrées, une montagne enneigée, un lac, des arbres, une forêt, un grand salon, une cheminée, une maison absolument magnifique, et qui allait, et lui-même, ce jeune homme avec un visage paraissant de cire, comme ça, assez blême, nous a exposé qu'après, il ne l'a pas dit comme ça, après les confinements, qui a vu un franchissement de seuil dans l'utilisation de nos technologies numériques, à tel point qu'il s'est opéré presque une confusion entre flux numérique et flux de l'existence, est apparu Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui a annoncé rebaptiser son entreprise Meta, et qui a annoncé la mise en orbite, rien que par lui seul, hein, comme le gourou, la figure du visionnaire, comme Steve Jobs, mais c'était dans un autre cadre, à une autre période, et à propos d'un autre projet, encore plus global, c'est le cas de le dire, et a annoncé la mise, à lui tout seul, hein, à lui tout seul, à lui tout seul, du haut de ses 38 ans, il annonce dans une vidéo d'1h20 la mise en orbite du monde dans le métavers. Alors le métavers, pour faire très, très vite, c'est l'idée d'opérer de plus en plus d'actions humaines via des pixels, hein, éducation, concerts, spectacles, matchs sportifs, enfin, la liste est censée toujours être plus étendue, via des pixels, à distance, en ligne, mais ça ne suffit pas. Ah, et là, il y a une maladresse, je vais y revenir dans quelques instants. Ça ne suffit pas. On va mettre des casques. C'est-à-dire, puisqu'il faut que ce processus soit toujours plus intensifié, on va le formaliser par un outil technologique, le casque. Le casque, ce serait quoi? Ça serait l'immersion, c'est-à-dire un rapport qui s'approcherait de la réalité, ce qu'on appelle virtual reality, donc je n'ai pas le temps de venir sur cette expression qui est biaisée, mais c'est-à-dire d'avoir un rapport de plus en plus, d'action de plus en plus étendue de la vie humaine via des pixels, hein, de façon continue,
mais de façon immersive, c'est-à-dire globale, comme une sorte de substitution du réel à un réel pixelisé, mais pas seulement pixelisé, un réel enveloppé, peuplé d'une foule de fantômes. Hein. C'est Hamlet puissance 3 milliards de milliards, peuplé de fantômes, hein. Et qui nous a annoncé un événement déterminant qui, sur le moment, a créé une sorte de bulle informationnelle, mais pas seulement, enfin de bulle, non, d'emballement informationnel, mais aussi d'emballement d'investissement, où, vous vous souvenez peut-être, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'était comme le transhumanisme dans les années 2015, ou comme je ne sais plus trop quoi, la grande folie, c'était les unes de tous les magazines, ah oui, la médecine, là. La grande folie, le métavers, hein, et alors tout le monde y allait, et j'ai lu aussi des articles, des entreprises disant on ne sait pas comment on y va, mais on sait que si on n'y va pas, on sera à la traîne. Vous voyez, ce mouvement de la siliconisation du monde et la parole performative, hein, qui a non seulement des technologies, nous disent la vérité, mais des grands gourous, c'est ça un état du monde depuis une vingtaine d'années, nous disent la vérité des choses à venir, hein, comme si la société n'avait rien à dire, mais en plus, elle a une valeur performative. Hein. C'est-à-dire, comme aux Jeux Olympiques, je déclare ouverte la mise en orbite du monde dans le métavers par un seul bonhomme. Et ça semble normal dans l'histoire de l'humanité. Waouh, Zuckerberg, une de magazine, rendez-vous compte, ou un seul bonhomme, dont on sait que psychologiquement il est quand même d'une structure très très particulière, il annonce comme ça à toute l'humanité, dans une vidéo qu'il faut voir, c'est une sorte de monde glacial, désincarné, fantasmé, totalement organisé en vue de répondre à ses propres intérêts, mais ça on ne le voit pas, en vue d'annoncer à tous les humains la mise en orbite du monde dans le métavers. Alors cette date, pour terminer, il me reste 3 minutes, si je ne dis pas trop de bêtises, cette date, elle semble déjà éloignée. Elle semble déjà éloignée. Pourtant, ça ne date que d'1 an. Hein, car après l'excitation généralisée, depuis quelques mois, ça a commencé à trembler au printemps, puis ça ne cesse, et puis là, voilà, Zuckerberg a annoncé, pas s'être trompé, en tout cas, il annonce 11 000 licenciements, 13% du personnel, parce qu'il dit qu'il serait allé trop vite. Hein, dans ses investissements, il a engagé des dizaines de milliards de dollars. Alors sur ça, il y a quelques petites choses à dire. D'abord, il y a une maladresse. C'est sa première erreur stratégique de Mark Zuckerberg, c'est qu'il n'aurait jamais dû faire d'annonce. Il a voulu se croire pour Steve Jobs de l'époque, inutile. Il aurait dû continuer en silence la pixelisation intégrale de la vie qui est en cours. Et puis, il aurait dit jamais présenter ces casques qui ont, au lieu de générer de l'enthousiasme, généré de l'inquiétude. Vous vous souvenez peut-être du Mobile World Congress de Barcelone en 2016, où on voyait des images de personnes dans l'audience, tout le monde avec des casques. Tu te souviens, Ricardo, hein, et Zuckerberg qui était lui au milieu de la salle, c'était le seul à ne pas être casqué, donc ça dit quelque chose hein, quand même, enfin bon, d'avoir de casque. Et à l'époque, 2016 quand même, c'était l'époque de l'euphorie, tout le monde avait trouvé ça un peu bizarre et inquiétant. Mais oui, mais c'est souvent ceux qui ont une trop grande vision, sûrs de leur vision, ils insistent. Hein. Je ne vais pas donner d'exemple historique de ce qui se passe depuis 1 an, mais des gens qui ont une trop grande vision, ils insistent dans leur... Et là, il a continué, mais pas seulement, avatar en plus. Hein. C'est-à-dire non seulement Elon Musk, mais des avatars qui vont censés nous représenter dans des séquences de la vie humaine. Donc peut-être, c'est sûr que d'un point de vue stratégique, cette rupture était trop sensationnaliste, trop inquiétante, et c'est son premier faux pas stratégique qu'il paye très très cher. C'est comme ça, hein, il paye très 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 cher. Et je fais juste une petite parenthèse. Peut-être que la façon dont nous réagissons face aux évolutions vertigineuses, très complexes, qui nous dessaisissent presque la capacité de pouvoir faire des arrêts sur image, devrait nous interroger sur la temporalité que nous entretenons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous évoluons presque à l'intérieur d'une dimension de temps réel. C'est-à-dire on ne cesse de réagir au moment où les choses se font. Alors soit on réagit avec délai, c'est-à-dire 15 ans plus tard, on s'aperçoit que l'enthousiasme initial, il était totalement biaisé, tronqué, manquait des perceptions relativement à d'autres phénomènes. Soit on réagit sur le moment. Parole, alors ça s'emballe, une sorte ou alors c'est comme sur Twitter, dont le lieu de cet emballement des esprits, de cet embrasement des psychés serait Twitter, c'est-à-dire un événement à la seconde même,
Puis ça va dans les flux des oubliettes du présent et on passe à autre chose. Hein. Donc une temporalité entre l'hystérie et qui empêche totalement la réflexion, hein, ou l'analyse ou le diagnostic. C'est impossible. Hein, et nous vivons dans cette temporalité. C'est pour ça que le livre, au moins, procède d'une autre temporalité, d'un arrêt, de l'analyse, du diagnostic, de la théorisation, de la mise en perspective. Reste toute une série de choses qui s'épuisent aujourd'hui, n'est-ce pas? Notamment par ce temps réel. Ce temps réel qui nomme, une temporalité de processus numériques, enfin informatiques, et qui aurait presque contaminé nos esprits et nos comportements. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui, de plus en plus, évolue au temps réel. Vous vous rendez compte des problèmes civilisationnels que ça engage et les capacités de manipuler, pas manipuler comme ça, mais de jouer avec cet embrasement dont Elon Musk joue avec brio, parce que les fous sont lâchés et leur conscience, leur connaissance des systèmes qui sont à l'œuvre, ils en jouent avec beaucoup d'habileté, jusqu'à maintenant. Donc, la vérité n'est pas entre l'enthousiasme aujourd'hui, en novembre 2022, je vais avoir terminé dans 2 minutes pour ne pas déborder trop. La vérité n'est ni le fait qu'il avait vu la vérité avant tout le monde, il avait vu l'avenir. Tu parles d'un avenir, mais annoncé, imposé, enfin pas imposé, mais annoncé comme un avenir inéluctable. Hein. Les logiques de l'inéluctable qui sont à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, il en a joué, qui a créé cet emballement. La vérité n'est pas là, elle n'est pas dans cette désillusion et le fait que ça va sur échec, elle n'est pas non plus dans un entre-deux, mais elle est dans un puissant processus qui continue. Et c'est cela qu'il faut voir. Alors je vais dire quelques mots sur ça, ce à plusieurs titres. D'abord, c'est les super-égos hypertrophiés de Zuckerberg qui s'est présenté comme étant le grand héros, avec AUT, hein, héros, mais aussi héros si on veut, hein. En français, héros, c'est 2 termes. Celui qui vient annoncer la nouvelle, c'est peut-être la même chose en français, mais c'est un héros, hein, une personne héroïque. Où voulais-je en venir? J'étais dans le truc, là. Oui, c'est qu'il n'incarne pas lui seul. S'il a voulu incarner le métavers, il n'est pas du tout le seul. Il est certainement celui qui a investi le plus de moyens financiers, mais des investissements, il y en a, et il y en a plus que jamais aujourd'hui, dans plein de champs, dans la mode, dans le télétravail, dans des universités métavers où tout se ferait à distance. Il y a une économie du distanciel qui a été découverte, qui s'est comme ça révélée, imposée, qui a vite été exploitée au moment des confinements, une économie du distanciel qui a fait que de plus en plus on fait des choses en ligne et il y a des systèmes qui proposent ça et ça encourage à la fois des gains, notamment des gains locaux par exemple, hein, et ça encourage aussi des transports moindres avec des arguments écologiques prétendus dont on sait que tout ça c'est évidemment pas le cas, mais c'est surtout que est engagé aujourd'hui. C'est cela qu'il faut voir. Tout à l'heure, Ricardo Luna, je suis désolé de te citer 3 fois, Ricardo, hein, c'était pas prévu, mais on a pris un café ensemble, et il m'a dit, je connais bien la technologie, hein, tu travailles à la Repubblica, c'est du bullshit. Je pense pas du tout que ce soit une affaire de bullshit. C'est une affaire de processus, et quel est-il ce processus? À mon sens, je travaille sur ça actuellement, c'est qu'après l'économie des flux continus, de la mobilité tous azimuts, qui était à l'œuvre au cours des 3, plus que jamais, hein, elle est à l'œuvre depuis le capitalisme moderne, le capitalisme des flux, des biens, de la circulation ininterrompue et toujours plus ininterrompue des biens et des marchandises. C'est un mouvement qui n'a cessé d'aller croissant, et plus encore avec les smartphones, où la mobilité était continuellement exploitée de façon inédite et de diverses façons. Aujourd'hui, et c'est cela, il faudrait presque transformer cela par, c'est un nouveau modèle économique qui est à l'œuvre, c'est celui de l'économie de la fixité des corps. De la fixité des corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la fixité des corps? La mobilité, qu'est-ce que c'est? On va vers, c'est le monde qui vient à nous. C'est-à-dire, c'est les confinements. Et on n'a pas besoin d'avatar, on n'a pas besoin de casque pour ça. Le principe est que je le répète cette formule, de plus en plus d'actions de la vie humaine sont appelées à être opérées à distance, et cela fait que c'est le corps, le positionnement du corps en société, et la dimension anthropologique
et de notre expérience du rapport à l'espace et au temps qui se modifie au profit de la fixité et du temps réel, où presque nos désirs sont appelés à se confondre avec les réalités. Je veux me retrouver aux Maldives avec une personne qui serait comme ça, comme ci, hop, boum. Ou je veux me retrouver à New York dans un call, voilà, le temps réel et la fixité des corps. Et ça ouvre, je ne vais pas le développer là, un champ économique qui existe déjà, qui est énorme, notamment avec les systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent les comportements de tous les individus à l'échelle de la planète, qui les guident, qui les orientent. Restez chez vous. Le GPS, c'est le passé, je plaisante. Pour l'instant, c'est hybride et c'est appelé. Mais à terme, c'est... Et c'est ça qu'il a voulu dire, finalement, de façon maladroite et peut-être d'une façon décalée, trop, pas en avance, c'est pas le terme, mais qu'il a voulu presque introniser les choses avant même qu'elles aient été instituées, voilà, avec je l'ai dit, je ne vais pas le redire. Mais c'est ça qui est en jeu. C'est pas le casque, c'est pas le terme du métavers, c'est l'économie de la fixité. Nous entrons dans une économie de la fixité. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire, économie de la fixité? Ça veut dire, c'est la médiatisation intégrale de la vie, c'est-à-dire que nos rapports au réel, aux autres, pas ce soir, tant mieux, pas ce soir, tant mieux, aux autres, à soi-même, la connaissance de son corps ou de ses flux physiologiques, voire psychologiques, on y va, informatique dite émotionnelle, s'opère de plus en plus interférée via des écrans et via des systèmes. Et cela, cette économie de la fixité des corps qui est en cours, qui est puissante, qui a connu un franchissement de seuil phénoménal pendant et après les confinements, elle engage ce que j'ai appelé dans mon livre « L'ère de l'individu tyran », qui est paru chez Luce University Press, dont l'éditeur Daniele Rosa m'a fait le plaisir de venir parmi nous ce soir. Bravo Daniele, merci d'être là. Dans l'ère de l'individu tyran, j'évoque la notion d'isolement collectif. C'est-à-dire ce que nous avons vécu durant le confinement, cet isolement collectif, ce modèle de société où c'est des intérêts privés ou une vision algorithmique et hyper optimisée de la vie qui s'instaure et qui pose implicitement le fait que restez chez vous, on a dit pendant le confinement, pour sauver des vies. C'était ça le nom. Nous, on avait ce slogan en France, restez chez vous pour sauver des vies. Un truc. Bon, voilà, on a vécu ça, c'est comme ça. Là, c'est restez chez vous, ou restez pour engager un nouvel horizon économique ou une organisation de plus en plus optimisée de la société, avec le principe qui veut que s'opère non seulement une redéfinition de nos rapports à l'espace et au temps et de notre anthropologie fondamentale, mais aussi une refabrication du réel. C'est-à-dire qu'on superpose au réel, on le corrige, on le tord, on l'organise autrement, de façon à ce qu'il soit de plus en plus conforme, que chaque chose, avec chaque chose au meilleur moment. Telle personne achète tel produit, telle personne rencontre telle personne s'organise. C'est la conformité continuelle et en temps réel de toute chose et de tout être, avec toute chose ou avec tout être. C'est ce modèle de société. Donc, pour terminer, je dirais, j'aurais pu dire deux choses, je m'arrête là, pour essayer de respecter le temps qui m'est imparti, je dirais que à ce modèle de société que nous avons expérimenté et qui est appelé, si nous n'y prenons garde et si nous n'agissons pas, à intensifier notre isolement collectif, mais aussi une économie de l'intégrale et une organisation toujours plus intégrale de champs multiples, divers, toujours plus divers de la société. C'est deux dimensions ou trois dimensions qui me paraissent fondamentales d'un point de vue politique, civilisationnel et anthropologique. Excusez-moi d'utiliser des grands mots. C'est celle d'abord de la défense du sensible. C'est-à-dire ô combien de fois avons-nous entendu pendant et après les confinements qu'il était bon de se retrouver, qu'il était bon de... Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que les rapports charnels, les rapports sensibles entre les individus, c'est la possibilité offerte à l'événement au sens par exemple, de Jean-François Lyotard, c'est-à-dire la chose qui arrive, l'inattendu, l'événement qui veut que ces événements-là n'ont pas été pensés a priori, n'ont pas été générés à cause de conditions, de possibilités qui ont été réunies pour qu'ils adviennent. Le sensible, c'est la possibilité purement humaine et existentielle, enfin pas existentielle, purement humaine, de la créativité, c'est-à-dire du nouveau.
faisant que les technologies numériques, qui s'inscrivent dans des logiques vitalistes, celles avancées par Bergson et dont se sont totalement revendiquées les logiques technolibérales, l'élan vital bergsonien, eh bien, il a fini par conduire à une tétanisation de la vie, une tétanisation, une neutralisation des pouvoirs de l'existence. Alors c'est cela, le combat politique civilisationnel, c'est-à-dire re-engager des liens charnels, face to face, à l'écart absolu du casque, mais c'est aussi célébrer le réel, défendre le réel. C'est-à-dire le réel, c'est notre réalité. C'est-à-dire la phrase de Lacan qui disait le réel, c'est de Jacques Lacan qui disait le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Avec Zuckerberg, c'est démodé. Cette phrase n'a plus de sens, elle n'est plus opératoire. Le réel, c'est ce qu'on évite, c'est ce qu'on cesse d'éviter. Avec Waze, je vais aller de Torino à Milan. Le réel fait que je vais rencontrer des bouchons. On contourne le réel. Hein. Donc célébrer la richesse infinie du réel non mathématisable. Et enfin, pour terminer, je dirais que plus que jamais, là où des systèmes, et là c'est un peu un combat politique majeur de notre temps, dont on voit bien qu'il est au cœur de toutes les questions, au-delà des questions écologiques qui, à mon sens, prédominent et occultent quantité d'autres questions au moins aussi importantes, on voit bien que là où leur état des fantômes, comme pour Hamlet, lui disant les choses, et où amener les actions, et où conduire nos actions, leur appelle plus que jamais à nous ériger, à nous dresser, à nous construire, à nous organiser comme des êtres éminemment agissant à toutes les échelles de la société en vue d'engager des modes de vie et des modes d'organisation collective autrement vertueux que ceux appelant à nous faire venir le monde à chacun de nous auprès de lui dans un isolement collectif et en vue de générer des profits qui ne nous regardent pas et qui nous appellent à nous détourner radicalement de ces modes d'existence. Je vous remercie très vivement pour votre aimable attention. Monsieur, andiamo. Pronto? Vai. Intanto mi hai citato troppe volte, Rick. Ci sei? Mi senti? Et on ne se connaît que depuis 10 minutes. C'est comme ça, là. La puissance de certains êtres. Però, e infatti quello che è successo, per esempio, dimostra, oggi tu parlavi dell'importanza, hai parlato dell'importanza di riscoprire dei legami fisici, degli incontri fisici. Oggi ci siamo incontrati in ascensore un'ora e mezza fa e se ci fossimo visti su Zoom non avremmo mai generato quella quantità di empatia, di scambi, di informazioni che in 20 minuti fra l'ascensore e il taxi abbiamo potuto generare. E ci ho detto, al di là dell'empatia di quanto siamo divertiti quando siamo conosciuti, io ti ho detto all'inizio quanto io fossi ottimista quando tu scrivevi i primi libri di critica al digitale e quanto fossi dall'altra parte, da quelli che dicevano che il digitale ci avrebbe portato automaticamente a un mondo migliore. E però, ascoltandoti oggi, prima di capire che cosa è andato storto, stavamo meglio prima davvero? Era meglio prima? Tu me poses la question? Yes. J'ai répondu. Ça ne se pose pas en ces termes. La question, ça se pose en présent, mais plus qu'en présent. C'est parce que je travaille sur ça en ce moment. Donc voilà, décidément, Deleuze avait raison. On est dans un lieu d'enseignement. Il avait raison de dire on enseigne bien. Enfin là, c'est pas un enseignement, c'est un talk, une lecture que j'ai faite avec vous. Mais on enseigne bien que ce sur quoi on est soi-même en recherche. C'est bien. C'est bien. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je travaille en ce moment du matin au soir. Et c'est pas la même chose que transmettre des choses. C'est pas la même dynamique. Bon, c'est une parenthèse. Mais c'était mieux avant, la question. Je n'ai même pas réfléchi une seule seconde à cela. En revanche, m'a souvent travaillé, mais maintenant je le prends autrement, la formule de
Michel Foucault disant il faut être diagnosticien du présent. Hein, lui se présentait comme diagnosticien du présent, c'est-à-dire au-delà justement, et plus que jamais, au-delà de ce temps réel, cette temporalité qui fait qu'on ne cesse de... C'est pas surréagir, c'est le fait que les événements ont raison de nous en réalité. Ils ont raison de nous. Si vous allez sur Twitter, vous voyez une sorte de psychopathologie globale où des gens, dès le moindre événement, entendent se positionner, entendent donner leur opinion qui en général ne vaut pas grand-chose. C'est un exemple parmi d'autres, mais cette temporalité-là. Hein. Donc diagnostiquer le présent, évidemment, c'est pas cela. C'est essayer de développer des outils en vue de saisir ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui s'opère, et pas seulement d'un point de vue de façade, d'un point de vue de discours, parce qu'il se trouve que de nombreux discours ont façonné nos représentations au cours des 10 dernières années, ce que j'appelle les technodiscours, et ô combien, hein, à tel point que façonné, il n'y a pas de grand méchant loup, hein, façonné par une technolangue, par l'industrie, par des think tanks, par un positivisme universitaire. Enfin, les causes sont multiples. Par exemple, je vous donne un exemple, à un moment, les années 2015, 2016, j'ai une passion des dates, hein, c'est comme ça, les années 2001, il y a toujours, j'oublie quand l'Italie a gagné la première Coupe du Monde, je crois que c'est 38. Voilà, c'est cette période-là où il était entendu qu'il fallait qu'il y ait la transformation digitale de tous les secteurs de la société. Vous vous souvenez à un moment de ça? Oui, hein, tout. L'école, le lycée, la justice, avec des dégâts terribles. On n'a pas le temps d'en parler là, mais des dégâts financiers. Hein. Par exemple, François Hollande avait dit en 2014, le président français, en 2014, hein, donc en plein dans le moment de l'effervescence. À partir, comme ça, un journaliste, personne n'était au courant, un journaliste, à partir de l'année prochaine, tous les étudiants en 5e, donc ceux qui ont 12 ans, hein, au collège, vont tous étudier via des tablettes numériques. Voilà. Alors moi, je n'étais pas au courant. Le soir même, j'appelle des amis qui sont à l'inspection académique, donc ceux qui font les programmes, ou des amis qui sont profs au collège. J'ai dit, t'étais au courant? Personne n'était au courant, donc fait du prince, lobbying, et après j'ai écrit une tribune qui s'appelait l'ineptie des tablettes numériques au collège, donc qui est parue dans Libération. Voilà, c'était l'idée que par la doxa, par les discours, c'était l'horizon inéluctable. Il fallait que tout s'inscrive dans cette dynamique qui, en général, ne visait qu'à répondre à des intérêts financiers, et notamment via des procédés de lobbying très très sophistiqués, dont on sait qu'à un moment, durant ce qu'on peut appeler les années folles, moi je les appelle les années folles, les représentants de Google, durant les 2 mandats d'Obama, sont allés au moins une fois par semaine à la Maison-Blanche. Ça dit quelque chose de la collusion, voire de la compromission qui s'est opérée. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. On est dans une autre période. Hein. Mais ça dit quelque chose des rapports entre les responsables politiques et l'industrie numérique qui s'est opérée sous l'ordre de la fascination. Mais plus que ça, je parlais de vérité tout à l'heure, ils détenaient la vérité. Quand Obama recevait des gens de Google en 2008, 2009, 2010, c'était des personnes qui venaient lui annoncer le futur. C'est ça. C'est ça le... Donc diagnostiquer le présent, pourquoi j'ai fait cet écart-là? Diagnostiquer le présent, ça veut dire voir tous les ressorts, la complexité des couches, au-delà des représentations. Mais moi, je crois autre chose. Je crois un écart avec ça. Je crois qu'à la vitesse à laquelle vont les choses, quand j'ai dit tout à l'heure, soit on réagit trop tard, soit on réagit de façon frénétique sur le moment, je crois que à la vitesse où vont les choses, c'est un fait. Une société, des sociétés au sens de groupement d'individus, hein, pas des sociétés commerciales, sociétés ne peuvent pas aller, c'est impossible, c'est structurellement impossible, ne peuvent pas aller à la vitesse d'innovation industrielle ou de mouvements technico-économiques. Ce n'est pas la même temporalité, qui est un problème énorme, qui nous regarde depuis au moins une vingtaine d'années, au moins. C'est ce que j'appelle le technico-économique. Hein. À mon sens, la technique n'existe plus. Je n'ai pas le temps de m'expliquer là sur ça. Il n'existe que du technico-économique, c'est-à-dire c'est des cahiers des charges en vue de générer des profits qui orientent le travail des ingénieurs. Il n'y a plus d'indépendance des ingénieurs. Ou alors à la marge, c'est exceptionnel. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, à la vitesse à laquelle vont les choses, il y a toujours l'effet retard, toujours. Il y a un délai. Et en général, on croit que le meilleur moyen pour gérer ce délai, c'est la régulation. Mais on se trompe. Qu'est-ce qu'on veut aller réguler? La marchandisation intégrale de la vie.
le fait que des bandeaux analysent la nature de notre sommeil en pleine nuit et nous disent en fonction de votre sommeil, ça ne se régule pas. On est dans une illusion. Évidemment qu'il y a des choses qui appellent la régulation. La loi, la limite, oui, on aurait dû en mettre déjà, mais ce n'est pas la régulation. C'est une affaire de la temporalité, la question de la temporalité, c'est un enjeu politique majeur de notre temps. Quand je dis ça, c'est abstrait, c'est un enjeu politique majeur. Alors, au fait, on développe temporalité de Zuckerberg. Bon, le fait que c'est un peu, les choses ne se passent pas, mais il annonce, il a préparé, et puis c'est censé s'imposer. Puis on ne sait pas, ça s'impose, on met des tablettes numériques, machin, voilà, tout ce mécanisme-là. Moi, je crois, plutôt que de supposer que c'était mieux avant, Ricardo, moi, je crois qu'il faut être analysé, non pas parce que c'est impossible, le futur, comme les futurologues, comme le fou dingue, le fou malade mental, intelligent, mais c'est un malade, Kurzweil, qui nous a dit en 2043, il va se passer tel événement. Et les journaux, ils croient ces conneries, Ricardo, vous qui êtes dans la presse, je parle. Mais ils croient, excusez-moi d'être familier, parce que quand même, ils nous annoncent qu'en 2043, il va se passer tel événement. Mais au lieu de lui donner des bons médicaments, on l'écoute, quoi. Au lieu de lui dire, tu vas faire une cure de repos à la montagne, avec un spa, des massages, tu vas te reposer. Apparemment, ça ne va pas bien. Plutôt que de nous raconter des folies comme ça, on écoute, on fait des unes de journaux. Transhumanisme, en 2043, nos cerveaux vont être téléchargés sur les... Mais qui peut croire en des sornettes pareilles? Mais qui? Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas être dans la futurologie que tant de monde a adoré, où c'est adonné avec tant de facilité et d'outrance au cours des années 2000-2010. Je crois que ce qu'il faut analyser, c'est le présent qui vient. Le présent, ce que j'appelle un présent imminent, c'est-à-dire qui est en cours, qui apparaît, de façon à éclairer et de voir, sans me faire trop d'illusions, comment en société, ça peut permettre de mieux nous déterminer, plutôt que de raconter des sornettes sur le futur ou de gober tous les technodiscours. Et là, c'est un travail d'une philosophie qui se voudrait pleinement contemporaine. Et certainement pas de dire c'était mieux. No, anche perché non andava meglio prima, questo credo lo possiamo dire. Dopodiché, Eric, abbiamo ancora qualche minuto. Io ho 2 domande, poi magari ce ne sono ancora altre del pubblico. La prima è questa. Esattamente, secondo te, che cosa è andato storto? Cioè, nella rivoluzione digitale, il problema è stato la connessione fra le persone? Non credo. L'accesso alle informazioni? Non credo. I social network, tu li chiami delle tecnologie per incendiare gli animi. È stato il web 2.0, i social? Non, les plateformes de l'expressivité. Les plateformes de l'expressivité. Questo è stato il problema. E poi ti chiedo, alla luce di ciò, cosa cambia con TikTok, che non è un vero social network, ma è una forma di intrattenimento personale, cioè è un finto social, una specie di televisione personale dove un algoritmo decide quello che ciascuno di noi deve vedere. Quindi è questo il problema della rivoluzione digitale? C'est un exemple parmi d'autres, Ricardo, qui est très emblématique de plein de choses qui se passent, notamment la vitesse, le fait de l'hyper-personnalisation de l'existence, l'isolement collectif, malgré des liens. Mais qu'est-ce que tu as dit, Ricardo, la question... Oui, moi je ne parle pas de révolution numérique. Je n'ai jamais parlé de révolution numérique parce que révolution suppose toujours quelque chose d'un peu téléologique, c'est-à-dire quelque chose se réalise en vue d'une fin... dont l'exemple le plus emblématique dans l'histoire, c'est les Lumières et la Révolution française. Voilà. Se réaliserait un idéal historique. Non, il s'opère une emprise. Ça, c'est TikTok en est un exemple. En plus, sur une génération, la GZ, c'est-à-dire de plus en plus... on peut dire que, par exemple, la relation de la GZ aux écrans, ils sont déjà dans la galaxie métaversée. Déjà. Qu'est-ce que ça voudrait dire, galaxie métaversée? Ça veut dire de plus en plus le rapport au réel aux autres, TikTok, aux autres, à soi, via des pixels, via des systèmes. Et tu me disais dans la voiture, TikTok, à chaque fois, il te des recommandations algorithmiques. C'est le métavers, sauf qu'on n'a pas besoin de casque, c'est une réalité présente. Et donc, le fait majeur, c'est que c'est un nouveau modèle. Tout ça, tout ce à quoi nous avons à faire, c'est une exploitation sans limite
et ininterrompue de ce modèle-là, de ce modèle technologique-là. Interprétation, recommandation, qui va nous emmener très loin. J'ai donné les exemples, par exemple, du recrutement. Ça va nous emmener très loin. C'est-à-dire une délégation du jugement et de la décision humaine à diverses fins à des systèmes. Imagine-t-on les répercussions politico-juridiques, sociales, économiques, civilisationnelles et anthropologiques induites par ce modèle-là technico-économique. C'est mon seul enjeu, ça, regarde. C'est mon seul enjeu. Le reste, données privées, addiction, ok, mais on se trompe. Alors, donc quoi? Données privées, on protégerait les données privées, puis ce serait le monde merveilleux. Ça ne changerait rien, tout ce que je dis là. Ça ne changerait rien. Et addiction. Vous savez, maintenant, tous les livres, c'est la grande mode. Mais là, maintenant, ça perroquette. Hein. Là, la mode, c'est les perroquets. Hein. C'est-à-dire, vous avez 3 livres par jour qui vous racontent qu'on est soit dans l'addiction, soit que le numérique a mal tourné. Hein. Alors, c'est le même scénario. C'est le désenchantement. Mais il n'y a jamais eu d'enchantement. C'était quelques geeks totalement illuminés qui croyaient qu'en pianotant sur des claviers, ça allait ouvrir un nouvel horizon formidable de l'humanité. Enfin, il n'y a jamais... Cette histoire de l'enchantement suivie par un désenchantement, c'est une fiction. Hein. C'est une fiction. C'est-à-dire, on était naïfs. Mais qui pouvait croire? Parce que c'était ça, les techno-geeks. Hein. Il faut quand même savoir d'où on vient. Le diagnostic, c'était des gars, ok, la plupart... cool en basket et certainement très sympathique, mais qui croyaient dans la fin des années 80, milieu des années 90, qu'en étant sur des forums d'échange et en pianotant du matin au soir, c'est le monde, le village global de McLuhan qui allait apparaître pour une vie meilleure. Enfin, écoutez, ce simplisme-là, pour tomber dedans, voilà, bon, c'est comme ça. Mais ce qui est à l'œuvre, c'est ni le fait qu'il y a addiction. Évidemment que c'est un cas, les TikTok, les jeunes avec les GZ, TikTok. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a jamais théorisé l'écran. L'écran, vous savez, la psychanalyse du feu de Bachelard, la rêverie devant la cheminée, dans la campagne, il y a la cheminée qui brûle, qui se consomme. Ou le buisson ardent de Moïse, le buisson ardent. Mais c'est un buisson ardent. C'est notre psychanalyse du feu. C'est une puissance flamboyante qui ne peut pas nous laisser, voilà, qui nous enivre. Alors quand on parle d'addiction, ça voudrait dire quoi? On va mettre un peu d'hygiène dans nos... On va mettre un peu d'hygiène, mais c'est pas ça. C'est comment voit-on que le technico-économique a construit un dispositif qui change du tout au tout nos rapports à l'espace et au temps, et que c'est pas d'addiction à laquelle on va faire. C'est un rapport au pixel de plus en plus intensifié et à diverses fins, et en vue de générer ce modèle de société sur la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation hyper-algorithmique de l'existence. Alors voilà, cela, il faut l'analyser, il faut le voir, mais ça ne suffit pas. Il avance, malgré les échecs de Zuckerberg, il va pas s'arrêter en chemin, qu'il y ait des casques ou non, ça ne change rien. Il va bien falloir... voilà, son secret, il dit, enfin, je ne me fais aucune illusion, hein, aucune. Il va bien falloir faire valoir d'autres modalités d'existence fondées sur de tout autre principe et valeurs. C'est simple que ça. Parce que, voyez-vous, les données personnelles dont on entend pas, hein, qu'est-ce que ça... Ok, bien sûr que c'est un problème. J'avais écrit un bouquin sur la surveillance globale en 2009, donc je sais, mais c'est plus du tout le problème aujourd'hui. Ok, on va protéger les données, comme le RGPD, là, avec cette blague... Je vous donne mon accord, moi je ne vois même plus, j'accepte, je refuse, je m'en fous, je me dis que ça n'a aucune importance, aucune. Ah, donc si on va arranger ça, ça change quelque chose au modèle. Au contraire, ça va d'autant plus l'intensifier. On va avoir confiance en cette économie numérique-là et elle va d'autant plus s'intensifier. Mais ça, Ricardo, je peux le dire modestement, on est peu, je suis peu à le dire, hein, on n'est pas nombreux à le dire, on est toujours sur des problèmes. Et là maintenant, la grande mode, c'est l'addiction. Et les mêmes trucs, des enchantements. Alors, il y a 17 productions éditoriales par jour. Hein. Il y en a 17 de choses qu'on sait. Non, le présent qui vient, c'est beaucoup plus... C'est de ça dont on a besoin. Vous avez bien compris que je parle un peu de moi, là, parce que je suis un peu fatigué. Excusez-moi pour ce moment d'impudeur. Va bene, allora io finisco con questa domanda. Ti ho introdotto, Eric, parlando di felicità e di felicità perduta. E in una intervista molto bella che è uscita ieri sul Corriere della Sera, che hai fatto con Leonardo Caffo. Qui n'a pas été publié. No, pubblicata online, e tu non ti puoi lamentare che non sia andata su carta perché online la leggono tutti, anzi vi invito a leggerla. Oui, anche se la semaine prochaine dans le papier. È bellissima.
e tu dici cosa possiamo fare, alla domanda cosa possiamo fare rispondi con una frase molto bella che ti attribuisce Caffo: contro la tirannia delle passioni tristi, riscoprire la gioia di costruire assieme i nostri destini. Me lo vuoi spiegare meglio? Cosa possiamo fare per recuperare la felicità? Però me lo devi dire in un minuto, come su TikTok. Non. Alors, ok. C'est pas ma temporalité, non, mais je vais répondre autrement, par une autre temporalité. Mon cher Ricardo, je vais répondre par une autre temporalité, qui est celle du livre, et qui veut que je sorte de ma poche un livre qui s'appelle Faire sécession, une politique de nous-mêmes, que Daniele Rosa va publier bientôt, enfin dans quelques mois, je ne sais pas, en 2023, qui a été publié l'année dernière, où je théorise là. Et je crois que l'heure est à des collectifs de toutes sortes, dans tous les champs de la vie, qui développent des modes alternatifs. Je crois qu'il ne doit pas avoir un héroïsme de l'alternative, mais une institutionnalisation, c'est un oxymore peut-être, une institutionnalisation de l'alternative, c'est-à-dire que quantité de modes de vie puissent être soutenus par la puissance publique, car c'est nous, plutôt que le revenu minimum pour nous transformer tous en pêcheurs à la ligne ou en peintres du dimanche, qu'on donne de l'argent pour quantité de modes de collectifs et d'actions vertueuses qui respectent les principes d'équité entre les personnes, qui encouragent la créativité de chacun et qui respectent la biosphère. Là, il y a d'écologie à la base, j'ai envie de dire. Là, il y a un souci écologique, mais aussi écologie des relations et écologie de nos esprits et de nos psychés propres. Donc ce livre va être sorti en Italie en 2023. Bene, ottimo. Se ci sono domande prima di chiudere, ce n'è qualcuna? Allora, grazie Erik Saden. Grazie.